She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Vous savez, je n'ai jamais aimé les conflits. Mais il y a des visages que je préfère ne pas accrocher dans ma mémoire. Cette phrase, prononcée un après-midi d'automne par Charles Aznavour, avait la douceur d'une confidence et la précision d'un coup de pinceau. À 90 ans, la voix un peu voilée par les années, il parlait comme on feuillette un album photo, en s'attardant sur certaines images, en passant vite sur d'autres. Aznavour, c'était plus qu'un chanteur, un raconteur d'histoires, un tailleur de mots, un passeur d'émotions. Pendant plus de 70 ans, il avait porté la chanson française aux quatre coins du monde, des cabarets parisiens aux salles mythiques de New York ou Tokyo. Mais derrière la légende, il y avait l'homme. Et l'homme, lui, avait croisé des regards qui ne l'avaient pas toujours accueilli avec chaleur. En France, l'expression « ne pas voir quelqu'un en peinture » a quelque chose d'élégant dans la distance. Elle dit la divergence, l'incompatibilité, sans hausser le ton. Elle suggère des histoires qui, souvent, ne sont jamais racontées, jusqu'à aujourd'hui. Car ce jour-là, Aznavour avait décidé de lever un coin du voile. Non pas pour régler des comptes, mais pour témoigner. Dans une vie d'artiste, il y a les triomphes et les silences, les accolades et les séparations. Et puis, il y a ces 5 noms liés à lui par des fils invisibles, faits de musique, d'orgueil et d'instants qui changent tout. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cet album invisible, page après page, et découvrir les 5 artistes que Charles Aznavour ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 1. Gilbert de Bécaud. Ils s'étaient rencontrés à une époque où Paris vibrait encore des échos de l'après-guerre. Les rues étaient pleines de chansons fredonnées à voix basse, de cafés enfumés où l'on refaisait le monde autour d'un piano droit et de rêves qui semblaient à portée de main pour ceux qui avaient la patience et l'audace de les poursuivre. Charles Aznavour, alors jeune auteur-interprète, croisait souvent Gilbert Bécaud dans ce petit milieu bouillonnant de la chanson française. Bécaud, avec ses costumes impeccables et son énergie volcanique, dégageait une présence presque théâtrale même hors scène. Aznavour, plus réservé, observait beaucoup avant de parler. Pourtant, leurs débuts furent presque fraternels. Ils passaient des soirées entières à échanger des idées, à griffonner des textes sur des nappes en papier, à s'essayer à des mélodies jusqu'à l'aube. La première véritable collaboration eut lieu dans un studio exigu du quartier de l'Opéra. Le micro suspendu au plafond, les bandes magnétiques qui tournaient, le producteur derrière la vitre, l'atmosphère était électrique. Bécaud imposait son tempo, presque militaire, frappant du pied pour donner la cadence. Aznavour, lui, cherchait la nuance, la respiration juste avant un mot important. 2 méthodes, 2 visions. Ce qui devait n'être qu'un léger frottement se transforma, au fil des séances, en une tension palpable. Un jour, alors qu'ils travaillaient sur une chanson commune, un désaccord éclata sur une simple mesure. Bécaud voulait l'intensité dès la première note, Aznavour plaidait pour une montée progressive, comme une histoire qui s'installe, disait-il. La discussion devint un échange sec, les regards se durcirent. Personne ne haussa la voix, mais dans l'air flottait cette certitude que rien ne serait plus tout à fait pareil. Le public, lui, ne voyait que les sourires lors des émissions télévisées. Mais en coulisses, quelque chose s'était fêlé. Les répétitions devinrent plus courtes, les rendez-vous moins fréquents. Aznavour admirait toujours le talent de Bécaud, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il appelait sa manière de prendre toute la lumière. Bécaud, de son côté, voyait chez Aznavour un perfectionnisme qu'il jugeait étouffant. Une anecdote marqua définitivement Aznavour. Lors d'un gala, alors qu'il partageait l'affiche, Bécaud, en plein élan, prolongea son passage de plusieurs minutes, grignotant ainsi le temps prévu pour la prestation d'Aznavour. Rien n'était dit, mais tout était compris. Ce soir-là, dans sa loge, Charles referma son carnet de notes et murmura à un proche « Gilbert, je ne peux plus le voir en peinture. » Et ainsi, 2 étoiles qui avaient brillé côte à côte choisirent des cieux différents. Numéro 2. Johnny Hallyday. Leurs univers n'auraient pas pu être plus éloignés. D'un côté, Johnny Hallyday, incarnation du rock à la française, cuir noir, moto rutilante, riff de guitare qui déchire la nuit comme un orage d'été. De l'autre, Charles Aznavour, poète de la retenue, maître des lumières tamisées et des mélodies qui se glissent doucement dans le cœur. Pourtant,
Le destin, joueur insatiable, les fit se croiser à plusieurs reprises. Leur première rencontre eut lieu en 1963, dans les coulisses d'une émission télévisée où ils étaient invités pour représenter deux visages de la chanson française. Johnny, 20 ans à peine, débordait d'énergie, lançant des blagues à tout le monde, serrant des mains à la chaîne. Aznavour, plus âgé et déjà auréolé d'un certain prestige, observait avec un sourire poli ce jeune phénomène qui aimantait les caméras comme un phare attire les bateaux. Sur scène ce soir-là, le contraste frappa le public. Johnny en ouverture, déferlant sur la scène comme une vague bruyante, embrasant les spectateurs, Aznavour en clôture, apaisant la salle avec un piano et une voix qui chuchotait presque. Deux ovations, deux mondes, mais déjà un parfum de rivalité planait dans les loges. Avec le temps, cette distance se creusa. Aznavour ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, l'attrait presque hypnotique du rock. C'est une mode, disait-il à demi-mot, mais la mode s'en va, les chansons restent. Johnny, de son côté, respectait le parcours d'Aznavour mais trouvait son art figé, prisonnier d'une époque qu'il rêvait de bousculer. Un épisode devint emblématique de leur incompatibilité. Dans les années 70, lors d'un gala de charité, ils partagèrent à nouveau l'affiche. Johnny, fidèle à son style, décida au dernier moment de prolonger son show avec un rappel improvisé, porté par la ferveur du public. Résultat, le programme fut chamboulé et Aznavour dut écourter sa prestation. En coulisses, pas un mot plus haut que l'autre, mais une poignée de mains sèches, presque protocolaire. Ils se recroisèrent encore, cérémonie, plateau télé, remise de prix, mais jamais plus il n'y eut d'étincelles créatives entre eux. Chacun suivait sa route, sûr de sa vérité artistique. Aznavour, interrogé un jour par un journaliste sur ses rapports avec Johnny, eut cette réponse qui en disait long: « Nous n'avons jamais parlé la même langue musicale. » Derrière cette phrase polie se cachait la conclusion silencieuse. Johnny faisait partie de ces visages qu'il préférait laisser hors cadre, dans la marge invisible de son album de souvenirs. Numéro 3. Françoise Hardy. Elle était l'incarnation d'une époque, cette France des années 60, qui découvrait la modernité en noir et blanc. Françoise Hardy, silhouette longiligne, cheveux raides comme un rideau de soie, regard perdu quelque part entre la mélancolie et l'évasion. Sa voix, voilée comme un matin de brume, charmait le public et fascinait les médias. Aznavour, lui, regardait ce phénomène avec une curiosité prudente. Leur première rencontre eut lieu sur le plateau d'une émission de variété. Hardy, déjà auréolée de succès grâce à tous les garçons et les filles, était assise dans un coin, feuilletant distraitement un magazine, presque indifférente au tumulte des techniciens. Aznavour, en habitué des studios, saluait tout le monde, réglait quelques détails avec l'orchestre. Lorsqu'il s'approcha pour échanger quelques mots, elle répondit par un sourire léger, presque imperceptible, et un « bonjour » qui semblait flotter dans l'air. Cette distance, Aznavour l'interpréta d'abord comme de la timidité. Mais au fil de leur rare collaboration, il y vit autre chose, un refus d'entrer pleinement dans l'échange. Lors d'une répétition pour une émission spéciale, il proposa quelques modifications dans l'arrangement d'un duo prévu. Hardy, poliment, déclina, préférant rester comme c'était prévu. Pour Aznavour, c'était comme peindre sur une toile déjà vernie, un geste inutile, voire malvenu. Les rencontres suivantes confirmèrent ce sentiment. À un festival en province, ils furent programmés à quelques heures d'intervalle. En coulisses, un salut rapide, un sourire poli, et chacun retourna à son univers. Les photographes capturèrent des images où ils se tenaient côte à côte, mais Aznavour savait que l'espace entre eux était plus qu'un simple vide sur la pellicule. Un soir, en sortant d'un dîner mondain où Hardy était également invité, il confia à un ami. Elle ne voulait pas partager le tableau. Alors je l'ai laissée sur son chevalet. Pas de rancune bruyante, pas de conflit ouvert, juste une certitude tranquille que leurs chemins artistiques ne se croiseraient plus. Pour le public, cette absence de collaboration entre deux figures aussi marquantes restait un mystère. Pour Aznavour, c'était une évidence. Certains visages appartiennent à d'autres galeries, et ce n'est pas un mal. Numéro 4. Serge Gainsbourg. Ils se connaissaient de réputation bien avant de se serrer la main. Dans le petit monde de la chanson française, Charles Aznavour et Serge Gainsbourg étaient deux piliers, mais plantés à des extrémités différentes du même pont.
Aznavour façonnait ses textes avec la précision d'un orfèvre, chaque syllabe polie jusqu'à refléter l'émotion exacte. Gainsbourg, lui, travaillait à coups de griffes et de pinceaux tachés d'encre noire, n'hésitant pas à provoquer, à tordre les codes, à chercher le scandale comme on cherche une rime. Leur premier face, à face, eut lieu sur un plateau de télévision à la fin des années 60. Aznavour arrivait en costume sombre, cravate impeccable, sourire mesuré. Gainsbourg, cigarette au coin des lèvres, la chemise entr'ouverte, semblait porter sur lui toute la nonchalance du monde. Les premiers mots échangés furent polis, presque courtois. Mais dès que la conversation dériva sur l'avenir de la chanson française, le ton changea subtilement. Gainsbourg affirma que la provocation était un moteur, que l'art devait bousculer, déranger. Aznavour répondit qu'il croyait à la force du murmure, aux chansons qui survivent aux modes, parce qu'elles parlent au cœur, pas au choc. Ce désaccord ne se transforma jamais en querelle ouverte, mais il installa une barrière invisible. Ils se recroisèrent lors de soirées, d'hommages, de remises de prix. Toujours le même rituel, poignée de main, échange bref, puis chacun repartait vers son cercle. Aucun projet commun ne vit le jour, et ce n'était pas un hasard. Un souvenir marqua Aznavour, un dîner chez un producteur, où Gainsbourg, fidèle à son goût du geste théâtral, improvisa une chanson grattée à la guitare en caricaturant le style des grands chanteurs français, y compris celui d'Aznavour. Les convives rirent, mais Charles, derrière son sourire, sentit une pointe froide se glisser dans la conversation. Plus tard, il dira « Il peignait ses chansons avec des couleurs qui ne sont pas dans ma palette. » Une phrase polie, mais qui scellait définitivement l'absence de passerelle entre leurs deux rives. Ainsi, malgré le respect mutuel pour le talent de l'autre, leurs trajectoires restèrent parallèles, illuminant chacune leur côté du pont, mais ne se rejoignant jamais. Numéro 5. Enrico Macias. Au départ, tout semblait les rapprocher. Enrico Macias et Charles Aznavour partageaient une sensibilité façonnée par l'exil, un goût profond pour les mélodies venues d'ailleurs, et une capacité rare à émouvoir les foules en leur parlant d'amour, de racines et de nostalgie. Lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois, à la fin des années 60, ce fut dans les coulisses d'une émission radiophonique. Enrico venait d'interpréter Adieu mon pays, et Aznavour l'attendait pour le féliciter. « Vous chantez avec le cœur », lui dit-il ce soir-là, sincère. Pendant un temps, leurs chemins se croisèrent souvent. Ils partageaient des dîners chez des amis communs, échangeaient des anecdotes de tournée, évoquaient leurs origines méditerranéennes. Aznavour admirait cette chaleur naturelle qu'Enrico dégageait sur scène, cette façon d'emmener le public avec lui comme dans une grande fête familiale. Mais derrière l'admiration, il y avait aussi une réserve. Pour Aznavour, la scène était un lieu de rigueur, où chaque geste, chaque note devait être préparée. Le premier accroc survint lors d'une tournée caritative. Le programme était minuté au quart d'heure près. Aznavour, fidèle à sa discipline, arrivait toujours en avance, prêt à entrer en scène. Enrico, plus libre dans son approche, préférait prolonger les moments avec le public, improviser des chansons supplémentaires, raconter des histoires entre deux morceaux. Ce soir-là, emporté par l'enthousiasme, il ajouta 3 titres non prévus, ce qui força l'organisation à réduire le temps de passage d'Aznavour. Dans les coulisses, Charles ne dit rien sur le moment. Mais plus tard, dans l'intimité de sa loge, il nota simplement dans son carnet « J'aimais sa lumière, mais elle m'éblouissait trop ». La phrase résumait tout, l'admiration et l'incompatibilité, la chaleur et la distance. Les années suivantes, ils se retrouvèrent encore lors de grands événements, toujours cordiaux, mais sans jamais recréer la proximité des débuts. C'était comme si leur relation avait été placée dans un cadre que l'on choisit de suspendre au mur un temps, puis de ranger dans un grenier, à l'abri des regards. Pour Aznavour, Enrico Macias demeura un souvenir aux couleurs vives, mais qu'il préférait contempler de loin, sans y revenir. Dans la vie de Charles Aznavour, il y eut des triomphes qui semblaient ne jamais vouloir finir, des tournées qui l'emmenèrent bien au-delà des frontières de la France, des ovations qui résonnaient longtemps après que les lumières se soient éteintes. Mais, comme pour tout artiste qui traverse les décennies, il eut aussi des rencontres qui laissent un arrière-goût, des visages qui s'effacent volontairement du tableau personnel. Ces 5 noms n'étaient pas des ennemis, pas vraiment. Ils représentaient plutôt des fragments de vie où les chemins se sont écartés, où les différences d'approche, de style ou de caractère
on creusait des distances silencieuses. Aznavour n'était pas homme à régler ses comptes sur la place publique. Il laissait le temps passer, transformant les blessures en simples souvenirs, les colères en silence poli. Parler de ceux qu'il ne pouvait pas voir en peinture, ce n'était pas tendre un miroir déformant à leurs dépens. C'était admettre que l'art est aussi une affaire d'alchimie fragile et que certaines combinaisons ne donnent jamais la lumière espérée. Peu, être qu'au fond, ces absences contribuaient à son équilibre comme des zones d'ombre qui rendent les couleurs plus vives. Jusqu'au bout, Aznavour garda cette pudeur élégante qui le caractérisait. Il ne chercha pas à effacer ces chapitres, mais à les laisser reposer dans l'album invisible de sa mémoire. Et lorsque la question revenait, il se contentait d'un sourire et d'un mot « Non, en peinture, je ne peux pas ». Ils ne se sont jamais reparlés. Mais parfois, le silence est aussi une réponse.